Pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants, la parole est à son président, Philippe Vigier. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale connaît aujourd'hui une situation tristement inédite en devenant une nouvelle fois la vitrine des divisions du Parti socialiste, alors même que nous devrions tous, en ce 18 juin, célébrer le refus de la résignation. Monsieur le Premier ministre, vous avez estimé qu'il n'appartenait pas à la représentation nationale de débattre depuis longtemps des quelques 400 articles du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Pourtant, vous considérez comme naturel que l'Assemblée nationale vive la pénible expérience d'accueillir la revanche du Congrès du Parti socialiste. C'est bel et bien l'absence de majorité solide qui vous contraint à engager la responsabilité du gouvernement en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Ce projet de loi et ses trop timides avancées constituent le point de rupture de votre majorité entre les conservateurs et ceux qui savent que l'immobilisme n'est plus tenable. En 2012, votre majorité s'est construite sur un mensonge dont le responsable est François Hollande, candidat de l'immobilisme. Immobilisme, seul projet capable de réconcilier les gauches. Un mensonge dont il devra répondre devant le peuple français. Un mensonge qui a consisté à nier la gravité de la crise et à accuser la majorité précédente d'être la seule responsable de tous les maux de la France. Un mensonge qui l'a conduit à promettre la retraite à 60 ans, à promettre que les plus modestes seraient épargnés par les hausses d'impôts, à promettre la guerre contre la finance, ou bien encore à promettre la renégociation du traité européen, à promettre l'impossible inversion de la courbe du chômage. Monsieur le Premier ministre, alors que l'exercice des responsabilités vous impose désormais d'agir pour sortir de la crise, vous êtes malheureusement prisonnier de ces mensonges. Vous êtes dans l'impossibilité de vous délier d'un contrat de majorité qui va à l'encontre des intérêts de la France, et vous le savez bien. Le groupe UDI, qui s'est toujours déterminé en fonction de l'intérêt supérieur de la nation, ne peut que le regretter. Le 3 juillet 2012, à cette place, en réponse au discours de politique générale de votre prédécesseur, Jean-Louis Borloo, avait annoncé que notre groupe serait la vigie lucide, indépendante et exigeante de cette législature. Jamais, depuis, nous n'avons manqué à cette triple exigence. Notre abstention bienveillante, Monsieur le Premier ministre, sur le programme de stabilité en avril 2014 en témoigne. C'est pourquoi nous avions entamé l'examen de ce projet de loi Macron avec l'espoir qu'il constitue une chance de tourner définitivement la page des 2 premières années du quinquennat. Oui, nous le reconnaissons volontiers, l'espoir, Monsieur le ministre, suscité par ce projet de loi était inédit depuis le début du quinquennat. Nous avions caressé l'espoir qu'enfin, vous donniez des signaux sans ambiguïté aux créateurs de richesses, à celles et ceux qui entreprennent. L'espoir que vous mettriez tout en œuvre pour libérer les énergies paralysées par les immobilismes et le poids des contraintes et des normes. L'espoir que vous fassiez tout pour lever les freins à l'embauche et permettre ainsi la création d'emplois. Nous avions pensé que, comme nous, vous vouliez dessiner un cap qui s'affranchisse des conservatismes et des frilosités, qui ne s'appuie pas sur des compromis politiques permettant de gagner quelques voix ou de ne pas en perdre. Nous avions pensé que vous vouliez ouvrir une voie qu'auraient pu emprunter tous ceux qui aspirent ici, sur tous ces bancs, à l'intérêt général. Il n'en a malheureusement rien été. Monsieur le Premier ministre, vous avez été pris en otage
par les nostalgiques, par les archaïques, par les cyniques qui vivent de beaux langages, par ceux qui feignent d'ignorer que leur immobilisme aggrave une crise frappant avant tout les plus modestes, dont ils se sont autoproclamés les porte-paroles. Quelle cruelle ironie de devoir recourir au 49.3 de ceux qui, au sein de votre majorité, tiennent trop à leur carrière, à leur siège de député, aux faveurs et honneurs que leur accordent les médias pour prendre le risque de censurer le gouvernement. Où sont les frondeurs? La vérité est qu'ils ont besoin de vous, Monsieur le Premier ministre, de votre incapacité à réformer en profondeur, de votre absence de résultats et de vos échecs pour continuer à prétendre qu'une autre politique est possible. Pire, la vérité est que vous aussi, Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin des frondeurs qui font passer vos timides velléités de réforme pour des bouleversements profonds. Mais ce jeu de dupes, mes chers collègues, ne fait pas illusion face à l'absence de résultats qui caractérise votre bilan. Naturellement, vous voudriez faire croire, Monsieur le Premier ministre, que le recours au 49.3 est justifié par l'urgence, qu'il y aurait à mettre en œuvre une réforme vitale pour l'emploi et la croissance. Vous voudriez nous faire croire que nous sommes à 10 jours près, alors qu'on a perdu 3 ans dans la bataille de l'emploi. Dire cela n'est pas la vérité. Nous ne sommes pas face à une réforme d'ampleur. Nous sommes face à un projet de loi tentaculaire, illisible et qui manque bien souvent de cohérence. Vous voudriez faire croire que le recours au 49.3 serait la meilleure arme face à, je vous cite, Monsieur le Premier ministre, une guérilla parlementaire. Monsieur le Premier ministre, oubliez-vous seulement que l'opposition n'a fait que jouer son rôle avec responsabilité, en faisant des propositions constructives et ambitieuses, propositions toutes balayées d'un revers de main lorsque les frondeurs, ils ne sont pas là, confisquaient le débat et nous forçaient à assister à l'avant-première du congrès du Parti socialiste. Vous voudriez faire croire que le soutien ou l'opposition à ce projet de loi ou à ce gouvernement délimite la frontière entre conservateurs et réformateurs. Mais c'est vous qui renvoyez dos à dos opposition et majorité et qui considérez qu'il est impossible de transcender les clivages partisans. Vous voudriez nous faire croire que le recours au 49.3 est un acte d'autorité au service de la France. Il est au contraire un aveu d'échec, ainsi que la manifestation de votre faiblesse. Il est la preuve que vous êtes une nouvelle fois mis en situation de devoir arbitrer entre les intérêts du Parti socialiste et ceux de la France. Il est la démonstration éclatante que votre volontarisme, que nous reconnaissons, n'a pas survécu à l'épreuve de votre majorité. Il démontre qu'il vous est impossible d'emprunter la voie de la réforme et du progrès et que vous êtes, par conséquent, condamné à l'impuissance. Nous vous avions dit en février dernier que le quinquennat s'était achevé lorsque, pour la première fois, vous aviez choisi de recourir au 49.3. Nous le maintenons. Vous êtes dans l'impasse et votre majorité est disqualifiée pour mener les réformes indispensables. Pourquoi exercer le pouvoir si vous n'êtes pas en mesure de relever les défis immenses qui s'offrent à la France? Comment pouvez-vous vous satisfaire d'un pouvoir qui n'est plus qu'illusion, dont l'autorité et l'efficacité ne sont qu'apparence? Avez-vous abandonné l'idée que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il est exercé pour la France? Exercer le pouvoir, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas simplement se contenter de mettre en scène son autorité personnelle. Exercer le pouvoir exige un dévouement absolu au service de la République, un dévouement si sincère qu'il se suffit à lui-même, un dévouement qui ne réclame aucun artifice. Exercer le pouvoir, ce n'est pas s'affirmer, c'est au contraire ne plus s'appartenir. Exercer le pouvoir, c'est croire en la puissance de la vérité, en la force de l'intelligence des Français qui sont prêts à l'entendre, à l'accepter et à œuvrer ensemble au redressement du pays. C'est les prendre à témoin lorsque vous considérez que votre majorité ne défend plus leurs intérêts, mais les siens. Exercer le pouvoir, c'est se libérer des enjeux partisans,
Non, la France ne s'arrête pas rue de Solferino. Et l'intérêt général n'est pas la seule synthèse des courants du Parti socialiste. Exercer le pouvoir, ce n'est pas non plus se réfugier derrière les institutions et tenter de rassembler artificiellement une majorité contre la motion de censure, à défaut de pouvoir la rassembler véritablement autour d'un projet cohérent. Exercer le pouvoir, c'est avoir une exigence constante, celle de mobiliser et de fédérer la nation autour d'une vraie méthode de gouvernement qui repose sur un vrai dialogue. Exercer le pouvoir, c'est s'appuyer sur l'écoute, le compromis, le rassemblement le plus large possible pour engager les transformations profondes, pour en faire des mutations irréversibles qui s'inscrivent dans la durée. C'est ce que notre groupe s'emploie à faire depuis le début, dans le sillage du Grenelle de Jean-Louis Borloo. Exercer le pouvoir pour la France est incompatible avec toute forme de brutalité. Oui, vous agissez avec brutalité lorsque vous refusez à l'Assemblée nationale un débat sur un projet de loi qui contient pourtant des questions aussi cruciales que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. Vous agissez également avec brutalité lorsque vous foulez aux pieds le dialogue social en mettant en œuvre le compte personnel d'activité et la prime d'activité pour tenter d'apaiser la gauche de la gauche. Exercer le pouvoir pour la France, ça n'est pas considérer, Monsieur le Premier ministre, que l'esprit du 11 janvier, qui nous a tous rassemblés et que vous ne cessez d'invoquer, constitue un blanc-seing. Exercer le pouvoir, c'est avoir une conscience que vos échecs alimentent une défiance à l'endroit de l'ensemble de la classe politique et font monter les extrêmes. Ce n'est pas fermer les yeux sur le fait que vous participez ainsi vous-même à l'aggravation de la crise morale qui fragilise notre République. Mes chers collègues, plus que jamais aujourd'hui, le Premier ministre est dans l'incapacité d'emporter l'adhésion de sa majorité et l'adhésion de celles et ceux qui sont prêts à se retrouver autour de décisions vitales et urgentes pour sortir de cette crise. La réalité, c'est que vous avez refusé de prendre vos responsabilités et que vous n'avez plus le courage et vous n'avez donc plus la confiance. Ce courage, cette confiance, cette responsabilité, vous les devez à toutes ces familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, que de fermetures d'usines, de licenciements brutaux, de délocalisations sauvages ont brisé ou qui vivent tous les jours dans la hantise du chômage. Oui, vous devez de vraies décisions à ces 1000 chômeurs supplémentaires par jour depuis le début du quinquennat, pas seulement de nouveaux emplois aidés. Vous devez de vraies décisions à ces entreprises qui se désespèrent de ne pouvoir créer des emplois tant le code du travail est complexe. La fiscalité pesante, pas des usines à gaz comme le CICE dont l'efficacité est contestée, pas de timides allègements de charges que vous menacez régulièrement d'annuler. Vous devez de vraies décisions à la France pour préparer l'avenir. La réforme de l'État et des collectivités territoriales, la réforme de la protection sociale et de la santé, la réforme du temps et de l'organisation du travail, la réforme de la transition écologique, la valorisation de la ressource humaine de notre nation. Ce sont des chantiers qu'il faut approfondir et que vous n'avez fait qu'effleurer. Et vous devez à la France, Monsieur le Premier ministre, à son idéal qui, en République, se nomme progrès, de reconnaître que vous êtes dans l'incapacité de prendre ces décisions. Pour ces raisons, le groupe UDI votera la motion de censure contre le gouvernement. Merci, Monsieur Vigier.